Euh, Merci à tous d'être ici. Quand on m'a invité à parler, on m'a laissé le choix du thème. Contrairement au professeur Grabli, moi j'ai eu le droit de choisir. Et je me suis dit, après cette éminence, qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'intelligent? Donc, je voulais vous parler des choses que j'ai observées dans les cours des 10 dernières années où je prends en charge mes patients parkinsoniens en libéral. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains patients qui s'en sortent différemment par rapport aux autres? Évidemment, on a tous des maladies différentes, on a tous des âges différents, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui font certains qui font qu'ils s'en sortent un peu mieux? Et j'ai pas inventé tout ce que je vais vous dire. Je me suis inspirée de beaucoup de personnes et de beaucoup de chercheurs. Mais ici au milieu, c'est vous. C'est mes patients qui m'inspirent tous les jours. C'est leurs histoires que j'entends tous les jours. En pensant qu'est-ce qui fait qu'un patient parkinsonien évolue différemment par rapport à d'autres, je me suis intéressée aussi aux zones bleues. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il existe dans le monde des zones qui ont le plus grand nombre de centenaires. Et ces zones, on appelle les zones bleues. Et cet homme, Dan Buettner, est un journaliste américain qui a parcouru le monde pendant 25 ans à la recherche de qu'est-ce qu'ils font ces gens dans les zones bleues qui vivent aussi longtemps. Et il en a fait pas mal d'articles. Il a fait même une série sur Netflix qui est sur 5 chapitres et qui est assez intéressant. Mais ce qui l'avait le plus marqué, c'était l'histoire d'un homme qui était un Crétois, qui avait immigré aux États-Unis, qui avait beaucoup travaillé. Il était couvreur, il a élevé 2 enfants, il a construit des maisons, il a travaillé. Et à l'âge de 66 ans, lorsqu'il prend sa retraite, on lui annonce un cancer du poumon. Et on lui dit, il vous reste 6 mois à vivre. Donc cet homme, il s'est dit, bon, je cherche 1, 2, 3 avis différents pour voir si c'est vrai ce qu'on me dit. Et oui, 6 mois à vivre. Donc il s'est dit, bon, je retourne chez moi et je vais planter de la vigne. Et les gens lui disent, mais pourquoi tu vas planter la vigne si tu vas vivre que 6 mois? Et il a dit, je vais le faire pour ma femme. Et c'est ce qu'il a fait. Il est retourné en Crète, de là où il venait, et il a vécu jusqu'à 104 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces zones bleues? Les zones bleues, c'est typiquement, vous connaissez Okinawa, il y a la Sardaigne, il en a un certain nombre de villes. Il paraît que les Amish aussi, ça vit très longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces zones bleues? Les gens, ils marchent beaucoup. Ils marchent à peu près 8 km par jour. Ils ne font pas des marathons, ils ne font pas des vélos, des VTT. Ils marchent chez le copain. Ils marchent dans le champ. Ils se nourrissent tous très sainement. Ils mangent tous un peu court-circuit, ce qu'on appelle au circuit court. Je vous prie de m'excuser, je suis... Petite parenthèse, mon père est colombien, ma mère est allemande, je suis mariée avec un Français, je confonds parfois les mots et les expressions. Donc, ils mangent tous circuit court, tous les régimes méditerranéens. Les régimes méditerranéens, les régimes crétois, est un régime, en fait, les Crêtes, après la guerre, c'était des gens très, très, très pauvres qui vivaient dans les montagnes et qui mangeaient ce qu'ils cultivaient, qui mangeaient très peu de viande, et qui de temps en temps prenaient un petit verre de vin avec des copains et ils mangeaient avec la famille. Donc les gens dans les zones bleues, ils mangent beaucoup de légumes. Ils ont un lien social. Ils sont tous dans des petits... Les Amish, ils sont entre eux. Ils sont dans des petits villages. Ils vivent tous ensemble. Ils cultivent les liens sociaux. Et tous, ils ont un plan de vie. Plan de vie, au Ikigai, vous verrez, tous, ils ont une raison qui les fait s'élever tous les matins. Et les Amish, ils n'ont pas de retraite. Donc après, quand ils ont fini de travailler, ils retravaillent. Donc ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça va être plutôt de la médecine alternative, de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Évidemment, je ne vais pas parler des choses qui n'ont
pas du tout été démontré scientifiquement. Et là, le professeur Bastiaan Bloem, qui est un éminent professeur hollandais, il avait fait une fois une présentation en disant, bon, dans la courbe, on a ici les choses qui ont été démontrées comme étant efficaces. Ça a été démontré scientifiquement, la levodopa, ça marche. Hein. C'est ce qu'ils nous viennent nous montrer les professeurs Grabli, la stimulation cérébrale profonde, ça marche, ça a été démontré scientifiquement. Mais de l'autre côté de la courbe, on a des choses qui sont probablement plus, il faut y croire. Hein. Donc moi, ce que je vais vous parler, ce sont des choses qui sont probablement, certaines études ont montré que ça marche, mais c'est pas de béton comme la levodopa. Mais en tout cas, ça vous fera pas mal. Je divise cette présentation en quatre choses que pour moi, ce sont les 4 choses les plus importantes, les 4 traitements non médicamenteux pour moi les plus importants. En top 4, je vais commencer ce qu'ils font les gens dans les zones bleues. Bon, il faut marcher, il faut faire de l'exercice physique, marcher. Ça a été dit, ça a été redit, vous le savez. Si vous tapez sur un moteur de recherche qu'utilisent beaucoup les chercheurs qui s'appelle PubMed, si vous tapez exercice physique, maladie de Parkinson et bienfaits, ben, il y en a des articles et des articles. Ce qui a été démontré comme étant peut-être efficace et pas efficace, c'est ça dont je voulais vous parler. La danse, il a un effet modéré sur une amélioration des symptômes moteurs et ça n'a pas été étudié sur la qualité de vie. Mais ça marche, danser. La balnéothérapie, les exercices multidomaines, par exemple les ping-pong, tout ce qui est exercice aérobique, la kiné, ça a un effet positif modéré pour les symptômes moteurs et très important sur la qualité de vie. On a entendu un témoignage tout à l'heure des effets merveilleux du ping-pong. L'endurance, bon, ça a un petit effet. Donc faire des haltères, ça a un petit effet, ça n'a pas été étudié pour la qualité de vie. Et j'aimais écouter, il y a quelque chose qui est très à la mode, les LSVT Big. Bon, apparemment, c'est pas sûr que ça marche. Donc, dansez, faites du ping-pong, marchez, faites tout ce que vous voulez. Et ici, je ne me suis pas trompée au milieu en mettant tous ces petits plats. Ça ne veut pas dire non plus que vous devez faire 8 km tous les jours. Mais oh, quelle horreur, comment se motiver pour faire 8 km tous les jours. Mais si vous allez à pied chez le boulanger, si vous prenez les escaliers pour aller chez le kiné, si vous marchez pour chercher votre journal, ça vous fait déjà des pas. Et comme ça, vous faites des petits bouts d'exercice physique pendant la journée, ça c'est bénéfique. Bon, les freezers. Comment je fais pour marcher quand je freeze? Je ne veux pas parler du freezing parce que ce n'est pas l'objet de ma présentation, mais je voulais vous montrer, il existe une jolie page Internet, vous trouverez la présentation tout à l'heure, vous trouvez là des différentes astuces. Il paraît que chaque patient freezer a quelque chose qui les débloque. Donc n'hésitez pas à prendre le temps à trouver qu'est-ce qui vous débloque vous. Il paraît qu'il y a des patients qui se débloquent quand ils entendent l'opéra, d'autres se débloquent quand ils entendent Pink Floyd, d'autres il faut qu'ils sautent pour se débloquer, l'autre il compte ou il lève les genoux. Donc prenez le temps de voir qu'est-ce qui vous débloque, est-ce que c'est de monter les bras, est-ce que c'est de les baisser, est-ce que faites vos expériences et regardez ce site internet qui est très bien fait, qui peut-être vous trouverez ce qui peut vous améliorer. J'ai 2 témoignages pendant ma présentation, puisque, comme je vous ai dit, ce sont mes patients qui m'inspirent. Alors, comment j'ai fait pour appuyer ? Je m'appelle Claude, j'ai 77 ans. J'ai été diagnostiquée à l'automne 2019. Au même moment, j'ai dû me faire opérer d'une prothèse totale de hanche, dont la rééducation s'est très mal passée, sans que je comprenne pourquoi. J'ai été internée en hôpital psychiatrique où j'ai été très mal soignée parce qu'on a remis en cause le diagnostic de Parkinson. Et je me suis retrouvée chez moi après une première tentative de suicide, anorexique, ayant perdu 20 kilos, jusqu'au moment où, à peu près 2 ans plus tard, ayant supprimé progressivement tous les anxiolytiques, tous les antidépresseurs, j'ai commencé ce que les neurologues appellent le virage de l'humeur. Et parallèlement, j'ai commencé à me déplacer du fauteuil roulant au rollator, du rollator au bâton de randonnée nordique. J'ai repris goût à la vie, j'ai recommencé à voir du monde,
à sortir pour écouter de la musique, pour regarder des films. Et progressivement, j'ai repris des activités sportives, le ping-pong et la danse, tels que préconisés par France Parkinson, sans oublier l'aquagym, où je me suis fait de très bonnes amies à la piscine, et la marche, bien sûr. Chaque pas en avant m'a sorti de mon marasme, du marasme où je m'enlisais, mais je ne voudrais pas terminer ce témoignage sans rendre hommage à la patience et à l'efficacité de mes kinés et de mon ostéopathe, et bien sûr, surtout de l'affection de mon mari, de mon fils et de mon petit-fils. Très, très beau témoignage. Je lui remercie. Cette patiente, elle est vraiment incroyable. Elle fait des milliers de choses. Mais là aussi, je rends hommage aux kinés et aux ostéopathes qui nous prennent en charge tous les jours. Ils font aussi un travail incroyable. Dans la troisième position, excellente campagne de la Ligue française contre les cancers du côlon. C'était les mois de mars, c'était les mois de la lutte contre le cancer du côlon. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment font mes patients parkinsoniens? Puisque c'est vraiment un gros problème. Donc, qui parle des transits intestinaux, je voudrais vous parler aussi de ce qui est microbiote, constipation, alimentation. Si vous tapez sur Internet maladie de Parkinson et traitement, 80 000 articles. Maladie de Parkinson, dopamine, 30 000 articles. Vous voyez tout le travail qu'a fait le professeur Gravely pour vous présenter. Par contre, si vous tapez maladie de Parkinson et constipation, on n'en a pas grand-chose. 1000 articles, il n'y a pas grand-chose. Bon, qui s'intéresse à ça? Donc, la microbiote. En fait, James Parkinson, déjà, il y a 200 ans, avait dit qu'il y avait cette maladie qui commençait probablement dans l'estomac ou dans l'intestin et qui migrait dans le cerveau. Et on a un peu laissé tomber cette petite partie de son livre, puisque c'est un livre, ce qu'il dit professeur Gravely. Mais dans les 20 dernières années, on a vu pulluler des milliers et des milliers et des milliers d'articles sur le microbiote. On dit que c'est important pour la cognition, pour la dépression, pour un tas de choses. Et c'est quand même aussi en lien avec la maladie de Parkinson. Vous verrez ici, du côté gauche, il y a plein de choses qui influencent le microbiome que nous ne pouvons pas changer. Notre âge, les sexes, la génétique, etc. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut modifier, notamment l'alimentation, l'environnement, la manière dans laquelle on vit et aussi l'exercice physique. Ça, c'est l'intestin d'une personne qui n'a pas la maladie de Parkinson. Et ça, c'est l'intestin d'un patient qui a la maladie de Parkinson. Il y a énormément de ce qu'on appelle des petites lecs, il y a des petits trous, la barrière est beaucoup plus perméable, il y a des toxines qui passent, il y a un tas de choses, des phénomènes inflammatoires qui se passent dans l'intestin du patient parkinsonien. Donc, si vous imaginez qu'on a 10 puissance 24 bactéries dans l'intestin, donc faire les tris sur ces 10 puissance 24, c'est un quadrillon, et dire lesquelles sont bonnes et lesquelles ne sont pas bonnes, c'est un travail titanesque. Et pas toutes les études ont été vraiment reproduites. Ce qui sort dans les études, c'est que les patients parkinsoniens, ils ont à peu près 42 familles. On a séparé 100 genres et 44 espèces. Donc on a fait un petit tri. Mais je vous montre cette diapositive pour ces deux choses ici notamment. Il semble que les patients parkinsoniens ont plus des bifidobacterium et des lactobacillus. Et ici, en bas de la diapositive, en fait, les bifidobacterium et les lactobacillus, c'est ce que vous achetez comme complément alimentaire ou comme des microbiomes que vous pouvez acheter en pharmacie. Donc, n'achetez pas ça, parce que vous en avez déjà trop. Donc, ça ne sert à rien. Et bon, après, il y a d'autres bactéries que les patients parkinsoniens ont moins. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il modifie aussi la microbiote intestinale, c'est la constipation. Et les inhibiteurs à la pompe à protones. Beaucoup, quand on est constipé, souvent on demande de donnez-moi un truc pour calmer les acidités. Sauf que ça, c'est pas très bon non plus pour améliorer la microbiote. Quand vous êtes très constipé, il y a une prolifération plus importante du lactobacillus, que je vous avais dit qu'on vous avait déjà en trop, et en plus des entérocoques.
et eux vont dégrader la lévodopa en dopamine et du coup, les médicaments vont être moins efficaces. En plus, les inhibiteurs à la pompe à protons vont rendre les pH de l'estomac plus basiques et les médicaments vont passer un peu moins bien. Donc, à consommer avec modération. Cette étude montrait que plus vous étiez constipé, donc plus vous avez ces entérobactéries, moins importante était la concentration des lévodopa dans le sang. Donc, la constipation, c'est pas bon. S'il y a un bouchon, il faut faire quelque chose. De temps en temps, faire un lavement, c'est pas mal, parce que ça permet de déboucher et de pouvoir évacuer les mauvaises bactéries qui sont en train de se proliférer dans votre intestin. Que faire ? Comment peut-on manger pour améliorer la microbiote ? Donc, il faut boire du lait fermenté. Ce sont les yaourts kéfir, les yaourts bulgares. Bon, vous savez ce que c'est. Vous trouvez, cherchez les laits fermentés, c'est bon. Il faut manger du blé, du maïs, du pois et de la pomme de terre et l'amidon. Ce qui est très bien, c'est les graines. Moi, chez moi, j'ai plein de petits pots avec plein de graines. À chaque fois que je passe, je fais hop, et j'en prends. Mon fils, il me dit ici, on dirait un poulailler. Il y a plein de graines partout parce qu'à chaque fois que je passe, j'y prends. C'est pas mauvais, c'est pas absorbé dans l'intestin et c'est très bon pour faire proliférer la microbiote. Ça a été démontré. Donc, il y a un article qui dit que si vous buvez du lait fermenté, ça a un effet positif sur la microbiote. Bon. Certains patients me posent la question, est-ce qu'il faut vraiment prendre la lévodopa une demi-heure avant ou une heure après le repas ? Prise de tête, casse-tête. Moi, j'ai dit au début de maladie, déjà quand on a ces diagnostics terribles et on doit prendre un médicament 3 fois par jour ou 4 fois par jour, j'ai dit ne prenez pas compte de ça, prenez vos médicaments en mangeant, comme ça vous n'oubliez pas et vous êtes moins triste déjà d'y penser que vous devez avaler un médicament en plus de digérer le fait que vous avez cette maladie. Par contre, si vous notez que quand vous prenez la lévodopa en même temps que la nourriture, ça veut dire que vous avez des interactions qui sont vraiment chez vous notables. Dans ces cas-là, il vaut mieux fractionner, manger des petits bouts, essayer de diviser la nourriture, manger tout plein de fois pendant la journée. Dans cette étude, vous voyez, si vous prenez la lévodopa en dehors des repas, l'absorption, les pics dans le sang va être meilleure. Donc, si vous avez des difficultés, il faut fractionner ou il faut penser à passer les médicaments par une autre voie. Quand on prend un médicament toutes les 2 heures, comment on va fractionner ? Dans ce cas-là, peut-être que votre neurologue vous proposera un traitement de 2e ligne en les passant par une autre voie. L'eau pétillante permet une meilleure absorption des médicaments. Donc, si vous devez boire de l'eau, surtout boire de l'eau avec du magnésium. Et si elle est pétillante, c'est mieux pour l'absorption. Le professeur Flamand-Rose, il prescrit très souvent la potion magique. Il met un peu de l'eau avec un comprimé de vitamine C et un modopar dispersible. Si vous sirotez ça, ça permet d'être bien absorbé. Ça vous donne des petites doses de dopamine pendant la journée. La vitamine C va rendre le pH de l'estomac un peu plus acide et du coup le médicament va être un peu mieux absorbé. Donc de temps en temps, pourquoi pas prendre un petit peu de vitamine C ? Attention, ne pas en prendre trop parce que vous allez avoir des problèmes avec les dents. Bon, vous savez, les pesticides, ça vous le savez. Je me réjouis de savoir que France Parkinson a fait une demande pour contraire cette autorisation des pesticides. Bon. Si vous avez déjà une maladie qui a probablement un lien avec les pesticides, on va s'éloigner des zones, si on peut, dans lesquelles il y a quand même des pesticides. Il paraît que les gens qui habitent dans des zones, les Parkinsoniens qui habitent dans les zones à riches pesticides ont une évolution de la maladie qui est un peu moins favorable. Donc éloignez-vous des zones qui ont des pesticides. Si vous aimez le café, n'hésitez pas à en prendre. Il y a des études qui montrent que les personnes qui boivent du café ont moins risque de développer la maladie. Donc, ça n'a pas été étudié quel effet va avoir sur l'évolution des patients parkinsoniens qui ont déjà la maladie. Mais pourquoi pas prendre un petit café de temps en temps si vous aimez ça. Et j'ai un très bon ami qui est naturopathe. C'est une forme de médecine alternative qui n'est pas reconnue par la sécurité sociale, mais je lui ai posé la question, écoute, qu'est-ce que tu conseillerais à mes patients parkinsoniens pour diminuer la constipation et améliorer la microbiote ? C'est un peu la même chose que je vous ai dit ici.
éviter les protéines animales, les aliments industriels, etc. Les huiles, les légumes, l'huile d'olive. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée, la tisane des romarins. Il paraît que les gens dans les zones bleues boivent beaucoup des tisanes des romarins, du tilleul et de la sauge, les centenaires. Donc, à voir. Donc, si je résume, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous avez les moyens financiers, d'aller faire votre marché une fois par semaine. Quand vous allez au marché, prenez-vous 20 fruits et légumes différents par semaine. Variez les fruits et légumes. Si on prend toujours des tomates, des oignons et des patates, vous n'allez pas favoriser la diversité des bactéries. Pensez-en qu'on en a 10 puissance 24 à faire proliférer. Donc mangez 20 fruits et légumes différents. Moi, ce que je fais, si vous prenez un blender, vous mettez une carotte, une pomme et une poire, ben vous en avez déjà 3. Et vous faites un smoothie et vous buvez ça, vous en avez 3. Et le lendemain, si vous prenez une banane, une pêche, pour ne pas parler des mangues, mais vous mettez, j'en sais rien, une autre fruit, ben là, vous en avez 6. Faites des potages, faites des trucs mixés. Ça, vous augmentez, la quantité est différente et vous variez les fruits et les légumes, et ça favorise la prolifération de la microbiote. Bon, pensez à boire de l'eau pétillante ou de l'eau avec du magnésium et les grains. Et en dernier, donc, si vous mettez un petit banc sous les toilettes, l'angle du côlon, du rectum va être plus droit et l'acte défécatoire est plus simple. Donc, c'est aussi une mesure non médicamenteuse. Maintenant, pour mon top 2, que je considère qui est une des choses les plus importantes pour moi comme mes traitements non médicamenteux, je vais vous faire lire tout en écoutant un peu la musique. J'espère que ça va marcher. Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour fort. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
cortèges. Et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons loin nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Je pense qu'il faut les applaudir. Les top 2, c'est les aimants. France Parkinson, évidemment, tout ce que vous faites aussi pour nos patients, ça fait aussi partie de mes top 2. Et merci. Et maintenant, à mon top 1. Aussi un peu en musique. J'espère que ça a marché. All right, we're jamming. I wanna jam it with you. Si vous pensez que je vais vous parler du cannabis, détrompez-vous. Mais pas du tout. En fait, Bob Marley a dit un jour « Tous les peuples ont une voix intérieure ». Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Tous mes patients aussi, ils ont une voix intérieure ». Et mon top 1, c'est cette voix intérieure. C'est ce qui fait la différence pour moi entre certains patients et d'autres. C'est ces patients grecs qui est allé planter de la vigne en Crète et qui a vécu 40 ans de plus. Il a écouté sa voix intérieure qui lui a dit « N'écoute pas les autres, tu vas mourir ». Il a fait. J'ai plein d'exemples. J'ai les patients vietnamiens qui est allé travailler avec son frère malgré qu'il a 80 ans pour travailler dans l'épicerie. J'ai un Portugais qui est parti au Portugal et qui fait du vélo pour rencontrer ses copains. La voix intérieure que vous avez, c'est pour moi mon top 1. Et cette inspiration ne vient pas de moi, ça vient d'Andreas Hartmann. Un jour, quand j'ai travaillé à la Pitié-Salpêtrière, les savants, ils ont une fois par semaine une réunion dans laquelle ils présentent les nouvelles recherches. Donc chaque semaine, il y a un professeur qui vient nous montrer, ou qui venait nous montrer, un nouveau médicament, une nouvelle étude, un nouvel truc. Et un jour, il y a Andreas Hartmann, qui est un très bon neurologue, qui est venu nous parler de Viktor Frankl, qui est un monsieur qui a développé une thérapie qui s'appelle la logothérapie. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il a perdu la tête, ils sont où les études, de quoi il nous parle? Et cette présentation qu'il a fait me suit encore, et je pense, je le remercie beaucoup parce que Viktor Frankl était un neurologue et psychiatre juif qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été mis dans un camp de concentration. Il en a fait 3 camps. Il a perdu toute sa famille. Et lorsqu'il était dans ces camps de concentration, il se disait « Il faut que je sorte d'ici et que je fasse quelque chose. Il faut que je tienne bon parce que je veux faire quelque chose pour aider les autres. Il faut que j'y tienne. » Et il a tenu, il est sorti, il a été après le chef des services de la Uniklinik à Vienne. Et il s'occupait de sa thérapie. Bon, peu importe, je ne sais pas que je ne fais pas la pub pour la logothérapie, mais Frankl dit que toute personne doit avoir un sens à sa vie. Et c'est ça qui donne la dignité à la personne, malgré toutes les épreuves, malgré la maladie terrible que vous avez, malgré le fait que vous êtes peut-être dans un fauteuil roulant, vous avez certainement une biographie à faire, malgré le fait que vous êtes fatigué par vos médicaments, vous avez certainement quelque chose que vous voulez faire, qu'il faut le faire. C'est ça l'essence de
vie. Et c'est ça qui, pour moi, est ce qui fait aussi la différence de certains patients. J'ai ces patients portugais qui est parti au Portugal. Je les voyais avant tous les mois. Je lui ai mis la dopa, du Stalevo, de la pompe. Et tous les mois, il venait, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et je l'ai vu il y a 2 semaines et il était totalement transformé. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ben non, mais je suis chez moi et je fais du vélo et je plante. Donc il y a quelque chose aussi. On dit que les études placebo marchent très bien chez les patients parkinsoniens parce que je pense que le professeur Grabli le sait, la dopamine a quelque chose aussi avec les bonheurs, avec la motivation. Et si vous êtes heureux, vous produisez aussi un peu de dopamine et ça vous permet de surmonter un peu l'effet de la kinésie et des manques de motivation. Donc là, je vais vous donner un dernier témoignage et après, je finirai, je vous laisserai tranquille. Bonjour à tous, je viens vous parler d'un traitement non médicamenteux dans le cadre de la maladie de Parkinson. D'abord, tout dépend de la manière dont on reçoit la maladie. 2 possibilités s'offrent à nous, la révolte ou l'acceptation. En général, on a d'abord une phase de révolte avec une question qui tourne en boucle. Pourquoi moi? Et puis on passe à une phase petit à petit, à une phase d'acceptation parce qu'on n'a pas trop le choix et parce qu'on se rend compte que la révolte ne mène à rien de bon. Montaigne disait « Pourquoi être si malheureux d'être malade alors que les plus grands héros ont toujours cherché le défi, car c'est dans la difficulté qu'on peut se découvrir. » L'importance d'être présent au présent. Dans toute maladie évolutive et incurable comme la maladie de Parkinson, on a tendance à vouloir se projeter dans l'avenir. Or l'avenir est la patrie de l'irréel et de l'imaginaire. Et en général, les représentations qu'on se fait de l'avenir sont beaucoup plus sombres que la réalité. Donc si les perspectives de l'avenir nous font peur, n'y pensons pas, soyons présents au présent au maximum. Car comme dit Sénèque à Lucilius, son disciple Lucilius, si l'avenir tient en suspens tout un être, c'est que tu ne fais rien du présent. Donc entraînons-nous à ne pas lâcher le présent, cramponnons-nous à lui, savourons chaque instant et considérons chaque jour comme une vie entière. Une autre voie pour développer la santé de notre âme, c'est celle de s'émerveiller. Quand je contemple la beauté de la nature, quand je vois toute cette vie autour de moi, je me sens plus vivante, car cela fait du bien à mon âme. C'est encore plus vrai au moment du printemps, quand la nature redémarre. Je sens comme une force créatrice à l'œuvre, je suis émerveillée par ces bourgeons, par ces premières fleurs. Cette force est très communicative, car je ressens un véritable élan vital. Grâce à l'émerveillement, la vie me paraît plus intense. Montaigne disait « Il n'y a rien que j'ai appris de la vie ni de la beauté de la vie que je n'ai appris de la maladie. » Si je vous dis tout cela aujourd'hui, c'est que je suis moi-même porteuse de la maladie de Parkinson depuis 10 ans et que ces principes de vie m'ont beaucoup aidé et m'aident toujours beaucoup pour vivre la maladie. C'est comme si la santé de l'âme tirait celle du corps. Pour moi, la philosophie est une thérapeutique de l'âme. La vraie guérison, celle dont nous avons tous besoin, c'est la guérison intérieure. At first I was afraid, I was petrified, thinking I couldn't live without you by my side. And after spending nights thinking how you did me wrong, I grew strong and I learned how to get along. Now you're back from outer
sais pas si vous avez des questions. Ou alors, il y a 100 questions, 100 000 questions. Ah, vas-y. C'était juste pour dire chapeau.